Déjà, merci pour les interventions qui étaient très intéressantes. Et j'ai deux interrogations. La première concerne le questionnement quant à la recherche contemporaine sur la question du réformisme. Quel est l'enjeu idéologique qu'il y a dans le besoin, ou l'enjeu scientifique aussi d'ailleurs, mais pour moi les deux sont un peu liés, parce que les questions ne se posent pas par hasard comme ça, il y a toujours un contexte qui fait qu'on se pose certaines questions qui n'étaient pas présentes auparavant. Le fait de vouloir coûte que coûte définir qui est réformiste de qui ne l'est pas correspond à un certain nombre d'enjeux qui sont là, présents. Il y a un intérêt à ce que nous disions qu'un tel est réformiste et un tel ne l'est pas, par rapport à des critères qui sont les nôtres, que l'on dit être objectifs et qu'il faut aussi questionner. Ça, c'est le premier élément. Pour ma part, je pense que la question de savoir qui est réformiste ou pas entre les frères musulmans ou Mohamed Harkoun et autres est une question superficielle. En tout cas, du point de vue de ceux qui agissent, qui entendent améliorer leur société. Et du point de vue aussi de la recherche, on ne sortira jamais. Ce sera juste un point de vue avec des critères qu'on mettra en place et puis quelqu'un d'autre viendra et puis remettra en question ces critères pour en imposer d'autres. Je ne suis pas dans le relativisme tout craint. Je dis juste que il faut définir à partir de quoi nous définissons le réformisme. Pour ma part, je pense que le réformisme n'est pas la réforme. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre réformisme et réforme? Bon, pour moi, la réforme, c'est l'action d'eux, en vue d'eux. Et le réformisme, ce sont ceux qui agissent pour cela. Alors, qu'ils soient salafistes ou qu'ils soient wahhabites ou autres, je considère être réformiste celui qui dit, en tout cas qui s'intéresse à la question du réformisme, de la réforme, et qui veut agir dans ce sens-là. Ensuite, à nous de juger subjectivement, en tant qu'acteur ou observateur, si tant est qu'un observateur n'est pas non plus un acteur, de définir à partir de quels critères nous jugeons si un tel est réformiste ou pas. Mais il faut le définir. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est une question qui n'est pas vraiment bien posée et qui cache des dessous idéologiques. Il y a un intérêt à exclure des gens du réformisme et il y a un intérêt à considérer d'autres personnes dans le réformisme. Parce que déjà, nous avons aussi une vision qui n'est pas neutre du réformisme, elle est positive. Voilà, il fait bon d'être réformiste, pour certains, ou pour beaucoup en tous les cas. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit réformer? Effectivement, quelqu'un qui veut réformer l'islam en tant que tel n'aura pas la même position que celui qui veut réformer la société. Et d'autres personnes veulent réformer la pensée musulmane, parce qu'ils pensent que la pensée musulmane n'est pas l'islam. Et puis d'autres personnes diront non, c'est le Coran qu'il faut réformer, dans le sens où il y a des parties dans le Coran qui ne correspondent plus à notre époque d'aujourd'hui. Donc ils considèrent que l'époque d'aujourd'hui est le critère à partir duquel la réforme doit se faire. Mais l'époque d'aujourd'hui, quelle époque d'aujourd'hui? Parce que derrière le mot époque aussi, il y a au fond ce qu'on entend par la modernité, l'Occident. Donc c'est toutes ces questions qu'il faut à un moment donné se poser et définir à partir de quoi nous définissons ce que c'est que la réforme. Mais ce que je peux voir en tous les cas entre salafistes, frères musulmans qui disent être des salafis, mais des salafis qui sont des islahis, et d'autres personnes qui sont des modernistes, mais des modernistes aussi qui disent que bon, la référence islamique est présente. Il y a quand même, au-delà de ces disputes de chapelle, un terreau commun, un paradigme commun, une façon particulière, un héritage qui s'impose. Et les gens ne tombent pas du ciel. Et une présence, en tout cas une altérité entre guillemets. Moi, par exemple, je ne sais pas si l'Occident est une altérité pour moi, alors que je suis musulman, mais je suis né ici. Donc, qui parle quand il parle d'altérité? Mais il y a quand même un fond commun, un paradigme commun, qui considère, par exemple, que l'héritage, ou pas, est un élément fondamental. Certains diront non. Par exemple, monsieur, quand vous disiez, vous parliez, par exemple, des autorités, on parle d'autorité religieuse, mais est-ce que l'autorité religieuse en elle-même, dans le cadre de l'islam, a une légitimité à parler seule? Certains diront non, qu'il n'y a pas d'église en islam. Et que donc moi, un citoyen lambda, Ousmane Timira, je peux remettre en question la parole du moufti. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien faire. Bon. Donc déjà, cette question est présente. Pour ma part, je pense que le réformisme musulman, et j'y mets Mohamed Abdou, comme j'y mets Jamaluddin Al-Afghani, comme j'y mets aussi les frères musulmans, même s'il y a des différences. Et je vais dans le sens de mon collègue Ramzi Saoudi, par exemple, à la présentation de la thèse auquel M. Haddad était présent. Je suis d'accord avec lui. L'ambiguïté même du réformisme porté par Mohamed Abdou permet à ce que les laïcs se réfèrent à lui, à ce que les fondamentalistes se réfèrent à lui.
Parce que le travail de Mohamed Abdou et les réformistes ainsi a été un travail d'adaptation. Donc on prend une référence, la façon particulière dont cette société comprend cette référence, et surtout il ne s'agit pas de dépasser les paradigmes parce qu'il faut s'adapter à la réalité. Et ne pas se mettre à dos la société dans laquelle nous nous trouvons et pour laquelle on essaye quand même plus ou moins, bon an mal an, d'améliorer la situation. Et ça c'est présent. Certains penseurs n'osent pas dépasser un certain nombre de cadres parce qu'ils savent que le public dans lequel ils se trouvent ne le suivront pas. Et Mohamed Abdou est dans cette ambiguïté. Je reviens sur la notion de djizya, par exemple. Parce que je pense que... Moi, je parle aujourd'hui de post-réformisme. C'était un projet de thèse que j'avais d'ailleurs proposé à l'UHESS. Pour plein de raisons que je ne détaillerai pas ici, ça n'a pas pu se faire. Mais qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de philosophes, de penseurs, qui, faisant référence toujours au Coran, faisant référence à l'exemple du prophète, remettent en question la façon particulière dont les fuqaha et la tradition ont interagi avec cette référence-là, remettent en question la façon particulière dont les occidentaux ont interagi avec les principes de la modernité, et tentent non pas de faire une adaptation entre les deux, mais de faire un dépassement. Je fais référence, entre autres, à des gens comme le philosophe Abou Ya'rib al-Marzouqi, les travaux d'un Al-Jabiri. Ils ne sont pas du même camp, loin s'en faut. Mais il y a une tentative de dépasser un paradigme. Quel est ce paradigme? Je ne vais pas rentrer dedans, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais par exemple, sur la question de la djizya, le fait de confondre la lettre coranique avec l'interprétation que les fuqaha en fait est problématique. Parce que quand on regarde le texte en lui-même, il ne vient pas instaurer un système qui s'appelle la djizya. Le texte ne parle pas du tout de ça. Le texte parle, effectivement, dans la Sourate At-Tawbah, qui fait référence à des positions qu'il faut avoir envers les idolâtres, inscrites dans une réalité historique qu'il indique lui-même. On n'invente pas les réalités historiques. Le texte lui-même parle d'événements de l'époque. Et ensuite, on en tire des principes qui sont peut-être valables ou pas, ça c'est à chacun de voir. Mais la notion de djizya parle, dans le cadre du combat, qu'il faut mener face à des ennemis qui nous attaquent, parce que le passage précédent dit, ce sont eux qui ont commencé et qui ont essayé d'expulser le prophète. Et toute la question, c'est jusqu'à quand dure le combat? Pas jusqu'à les sacrifier et les tuer, pas jusqu'à les convertir, jusqu'à ce qu'ils capitulent. C'est même pas une invention coranique, ça. La notion de djizya n'est pas une notion islamique. C'est une notion politique. Je fais la guerre contre quelqu'un, est-ce que je veux le tuer ou je veux le soumettre? Est-ce qu'il capitule? Quel est le signe de sa capitulation? Il paye l'impôt et il dépose les armes. Le propos coranique est là. Les fuqaha en ont fait ensuite une institution, l'institution de la djizya. Mais ça, c'est dû à l'impérialisme de l'époque. Bon, ben, le roi avait intérêt à mettre en place cela, parce qu'il y avait des impôts quand même à relever. Il y avait des pépettes dans l'affaire. Excusez-moi le mot. Donc le chercheur doit être capable de faire la distinction entre l'interprétation, d'une part, et le contexte sociologique, politique et idéologique qui est porté, et d'autre part la référence, et faire un aller-retour entre les deux, sans pourtant dire aussi que ce que dit la révélation est absolu, à part s'il est croyant, ou ce qu'il tire d'enseignement de la révélation est absolu. Cela est sujet à question. Voilà.